For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end rempli de MMA du jeudi jusqu'au dimanche matin. On a vraiment eu un week-end garni, un week-end fourni en sport de combat, donc c'était cool. Là, moi, pour ce petit podcast, je me suis mis au soleil, je vous jure, je suis au top. Franchement, on est le 6 novembre, je suis en train de... Alors, j'ai mis mon pull quand même, mais je suis quand même un petit peu en train de cramer. Ma femme m'a préparé un sandwich, c'est une dinguerie. Alors, je vous donne la recette. Du pain à hot dog, que vous faisiez un petit peu dorer au four. Vous mettez une tranche de fromage, vous mettez ce que vous voulez, un cheddar de préférence. De l'œuf brouillé, hop, en fine couche comme ça. De l'avocat, écrasé par-dessus. De la sauce piquante thaïlandaise. Si vous aimez, comme moi, vous mettez quelques petites crevettes à côté. Vous refermez et là, je vous jure, vous mettez au four, vous laissez fondre un peu. C'est une tuerie. Je vous jure, c'est une tuerie. Avec la sauce piquante, c'est une tuerie. Voilà. C'était le petit moment cuisine. C'était l'instant cuisine dédicace à ma femme pour ce magnifique repas. On continue. Alors, comment bien commencer ce podcast? Abonnez-vous. Voilà, ça c'est la meilleure chose à faire. C'est comme ça qu'on va être de bonne humeur en voyant des abonnements, en voyant le podcast grandir. C'est grâce à vous déjà, je vous remercie. Je remercie les messages des abonnés tous les jours, les petits messages de soutien, d'encouragement. Passe une bonne journée, passe une bonne semaine. Ton podcast, il était cool. J'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça, mais c'est pas mal. On discute. Franchement, c'est top. On dit qu'on a la commu qu'on mérite. Moi, ma commu, elle est petite, mais elle est qualitative. J'en suis très fier. Je vous kiffe. Franchement, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Même l'autre fois, sur le Discord de Ares, on était trois, mais il n'y a personne qui nous emmerdait. C'était qualitatif. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous êtes les bienvenus, bien sûr. C'est vraiment... c'est que du bon. Vraiment, c'est du bon. L'autre fois, il y avait l'UFC aussi sur le Discord. On était une petite dizaine. C'était sympa comme tout. Franchement, à chaque fois, c'est un kiff. C'est un kiff de vous retrouver. Donc voilà, je vous remercie les gars. Les gars, les filles, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si le podcast il risque d'être un peu long pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter certains rankings, vous pouvez sauter grâce à la timeline. C'est en dessous là, juste en dessous là où il y a écrit MMA Club, le nombre d'abonnés et tous les vues. Vous cliquez, il y a la timeline en dessus, vous allez voir, en dessous, pardon. Comme ça, vous pouvez passer directement au 8, au 7, au 6, au 5 si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Et enfin, avant de commencer ce podcast, consommez Others, la boisson post-workout de qualité, la protéine vegan mixée avec des BCAA, avec de la spiruline. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition des nouvelles saveurs goût framboise. Il y a aussi cookies. N'oubliez pas, vous avez 10% avec le code MMA Club 10 qui s'affiche sûrement de ce côté, ou de ce côté, ou des deux côtés. Voilà. On commence. Ce classement Ares, on l'avait quitté lors de Ares 7. Ne soyez donc pas surpris qu'il y ait énormément de changements parce qu'il y a eu Ares 8, il y a eu Ares 9. Donc voilà, il y a eu deux ceintures. Il y a eu Tekena contre Chirich, il y a eu la ceinture de Slim Trabelsi. On a Ares 9 qui a délivré des sacrées performances. Moi, il y a des noms qui sont sortis comme Tourpal Younusov, Virgil Hogan, Melissa Dixon. Il y a plein d'autres qui font leur entrée avec 2 victoires à la suite. Donc, c'est plutôt cool. Il y a quelques sorties, malheureusement. Il y a quelques descentes, évidemment. On ne peut pas tous rester top 5. Moi, il y a une mention, c'est Amin Ayoub. Il m'a vraiment fait plaisir. Malheureusement, évidemment, je ne peux pas l'entrer dans le classement avec un match nul et une défaite. Mais j'ai bien aimé, il y a des choses que j'ai bien aimé comme sa mentalité, ce qu'il a apporté, pas seulement dans la cage, mais dans l'événement, en termes de couverture médiatique, en termes de positivité, d'état d'esprit. J'ai bien aimé tout ce qu'il a mis sur la table. Donc vraiment, voilà, ça a donné, les deux ensemble, ça a donné vraiment le mix parfait de ce qu'on avait besoin pour avoir un Ares 9 réussi et complet. On a eu tout. On a eu du franco-français avec beaucoup d'adversité. On a eu aussi, il y a d'autres combats, beaucoup de fair play. On a eu très peu de décisions, beaucoup de finish, beaucoup de technique. Il y en a qui ont râlé un peu sur la technique. Moi, je trouve que c'était quand même cool. Peut-être que c'était pas de la technique pure masterclass,
mais c'était de la technique améliorée. C'est-à-dire que, et je vais prendre l'exemple de Rizlen, beaucoup de messages pour dire ouais, Rizlen c'était cool, mais vas-y, n'abuse pas, parce que j'ai mis une story où j'étais content. Ils m'ont dit ouais, bon, abuse pas, c'était bien, mais voilà. Bah ouais, c'était cool quoi. En fait, c'est ça, c'est techniquement, c'est pas encore le top, mais elle a masterisé ses défauts du dernier combat et elle a bossé son striking, elle a bossé ses mouvements, elle a bossé les trucs super qualitativement. Et j'ai trouvé que les ajustements étaient non seulement pertinents, mais adaptés à son adversaire. C'était pas juste progresser en striking pour progresser en striking. Non, là, il y avait des ajustements qui allaient avec le game plan. Donc, c'était vraiment... Mais ça c'est... Je sais pas si tout le monde a envie de le voir, je sais pas si tout le monde a envie de prendre le temps d'observer ce genre de choses. Mais quand on s'arrête sur tous les combats, on peut voir ce genre de choses. Et là, il faut le mentionner en fait, parce que c'est important. C'est important, c'est des belles évolutions. Moi, j'ai envie de le mentionner. Alors malheureusement, Rizlen ne rentre pas non plus dans mon classement, parce qu'elle revenait d'une défaite difficile contre Melissa Dixon. Mais voilà, mention, parce que le travail paye. Voilà, c'est cool. Voilà, donc il y a quelques descentes au classement, comme je disais, c'est le jeu, il n'y a rien de bien sérieux, c'est à l'appréciation locale, ça veut dire que ça vaut ce que ça vaut, c'est à mon appréciation à moi. Vous n'êtes même pas obligé de me répondre, vous n'êtes même pas obligé de dire ouais, c'est pas cool, tu m'as fait descendre dans le classement. Ne le prenez pas personnellement, ne mettez pas votre ego dans cette histoire, c'est rien du tout, c'est un petit classement qui moi me plaît de mettre à jour de temps en temps, de maintenir à jour fréquemment, on va dire tous les 1 ou 2 événements, tranquille quoi, il y a pas de, voilà, c'est pas, faut pas s'emballer. J'ai enlevé Taylor Lapillus, évidemment, je l'avais déjà enlevé, et là j'ai enlevé Akhmed Salamov. On verra quand il reviendra, pour l'instant il n'est pas là, la ceinture elle est vacante, moi je considère que pour l'instant il n'est pas dans le pool Ares, je ne sais pas, on a très peu communiqué là-dessus, donc moi je m'en tiens à ce que je vois, et je constate qu'il n'est pas là. Du coup, ça libère la première place, puisque le champion c'est Abdullah Abdouragimov. Là-dessus, je vais rien vous apprendre. Le top n'a pas bougé. Pas le numéro 1, mais le champion n'a pas bougé. Par contre, le top 15 a complètement bougé. Il n'y a que 2 personnes qui sont restées à leur place. On retrouve Mustafa Aida et Marek Yakimovic. Pour le reste, ça a bougé. Vraiment. Donc, on commence tout de suite avec une entrée top 15. On parle de Temerlan Azizov. C'est une entrée timide. Pourquoi? Parce que c'était quand même un combat compliqué. Il a dominé, mais il n'a pas été spécialement signifiant. La preuve, c'est qu'on passe pas loin de l'upset niveau striking, même si son adversaire du soir, il a passé beaucoup de temps contre la cage. Il était beaucoup pris au piège du grappling incessant. Il avait beaucoup les genoux bloqués. Il était obligé de reculer au sol, se coller contre la cage, remonter laborieusement. C'est quand même lui qui a donné les meilleurs coups signifiants. Ça, on peut pas lui enlever. Que ce soit peu ou beaucoup, ça reste lui qui les a donnés. Donc on est obligé de le prendre en compte. À la fin du premier round, il y avait Temerlan qui n'avait, il me semble, pas envoyé le moindre coup. Si je ne dis pas de bêtises, c'est possible que si. Hein. Il a fallu mettre ça dans les mains des juges. Donc néanmoins, c'était très dominant. Moi, je pense qu'il en tirera beaucoup d'enseignements. Réajuster et donner plus d'équilibre à sa performance. Montrer plus d'aptitude pour ne pas laisser de doute dans la tête des juges, dans la tête surtout des spectateurs. Parce que moi, par exemple, si je prends mon exemple, à chaud, sur le coup, je voyais l'anglais Awani Scott repartir avec une split. Voilà, finalement, tant mieux pour le pensionnaire du MMA Factory, c'est cool, ça fait 3-0, ça fait 2 victoires à Ares, ce qui explique également cette entrée dans le top 15. Félicitations. En numéro 14, comme je l'ai dit, ça bouge pas pour Mustafa Aida. Il va affronter Demart et Peña lors de Ares 10 début décembre, c'est bientôt. Le combat a été repoussé suite à une blessure à la main de Mustafa. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Le combat, il est programmé. On va avoir un banger, ça c'est sûr et certain. On a vu l'adversaire de Mustafa, Léopold Goua, avoir beaucoup de mal lors de son combat. Donc ça va aussi relancer un petit peu cette catégorie en termes d'adversité. C'est cool, vraiment c'est cool. Alors 13e, c'est l'entrée de Tourpal Younusov. On pourrait le classer plus haut avec 3 victoires et 3 finishes, dont une au premier round. Il a une belle soumission à RS9. On a vu qu'il y a d'autres qui vont faire... Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont faire leur entrée à des rangs plus avancés. Le petit bémol, c'est vraiment un petit bémol, c'est que ces 3 adversaires, ils étaient à 0-0 au moment de l'affrontement. Donc moi, je vois Younusov comme le futur du MMA en France. Il est incroyable, il est très complet, il est effrayant, il n'y a pas d'autre mot. Il est un peu comme Baïsangour, ils n'ont pas les mêmes skills, ils n'ont pas les mêmes aptitudes, ils ne se ressemblent pas, mais ils ont ce même
ils ont même quelque chose d'effrayant à l'entrée de la cage. Tu sais qu'il va se passer un truc. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose de dominant, de spécial. Donc voilà. On a vu d'entrée avec lui qu'il ne faut pas essayer de boxer en ligne. Voilà, les directs sont remplis de confiance. Il envoie puissant, il envoie cadré. Il suit les amener au sol. Il peut gérer son temps de grappling. Ses timings, ils sont bons. En face, c'était sympa de voir que le Polonais était revenu dans le combat. Ça a donné un petit peu de matière en fait à étudier pour l'un comme pour l'autre. Hein. Avoir de l'adversité, avoir à le voir lutter défensivement de manière qualitative. On a vu Tourpal qui cherchait des solutions et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il ne forçait pas. Quand ça ne passait pas, il allait sur un autre terrain. Ça, j'ai trouvé ça super bien. C'est vraiment quelqu'un qui est très réfléchi, qui a des options. Et ça prouve que dans son esprit, il est sur tout en fait. Il est sur tous les terrains. Il n'est pas bloqué sur un truc. Il est très ouvert, il est très vif. Donc, c'est pour ça quand je dis que c'est l'avenir, c'est que franchement, on peut le voir que progresser. Donc, le seul petit bémol, comme je vous dis, c'est son niveau d'adversité. Pour l'instant, on a 3 mecs à 0-0, on ne peut pas en tirer des grosses conclusions. C'est pour ça qu'il entre timidement dans ce ranking. Donc voilà, la patience a payé dans ce combat, il a été ultra dominant. Il n'a pas été en sécurité pour autant. Il passe une clé de bras millimétrée. Son adversaire a tap out très rapidement. Voilà, comme je disais, ça fait 3 victoires, 3 finishes. On attend maintenant un adversaire un poil mieux ranké pour définitivement valider son ascension et définitivement pointer la case puissance, charisme, force en France, ORS. Un peu comme je disais, un peu comme Baki, un peu comme Baisangour. Il a vraiment ce côté j'arrive et j'éclate tout. Donc c'est cool, c'est cool. 12e, on a Wissam Akmouche. Alors Wissam, il est toujours là, il n'a pas combattu, mais il est toujours là. Il perd 2 places par la force des choses, sans avoir combattu, parce qu'il y a des mecs qui ont poussé pour prendre sa place. Mais voilà, il perd pas des places parce qu'il a perdu ou parce que ça s'est mal passé, il n'y a pas de problème. J'attends juste qu'il annonce son combat, il m'a dit, on verra. Eh bien, attendons. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qu'on peut annoncer. Voilà. En 11e position, on retrouve Jackie Jeanne. Jackie Jeanne qui a perdu des places, évidemment. Même si on aime Gigi, la défaite fait passer quelques personnes devant lui. J'en suis le premier attristé. Mais c'est comme ça, il faut attribuer le mérite au vainqueur. Il faut féliciter le perdant pour le cœur, pour la motivation, pour le fair play, pour tout plein de choses. Là, il y avait juste quelqu'un qui était trop sûr de lui, quoi. Trop sûr de son game plan, trop en avancée technique, trop fonceur, trop marche avant. C'était incroyable. Donc voilà, moi ce que j'espère pour Jackie Jeanne, c'est une revanche contre Hugo Guyon, qui a en plus à cœur de prendre cette revanche. Et quand il a appris, Hugo Guyon, quand il a appris que Yacine Bouganem sautait du combat, popé, il a tout de suite fait son call-out, il a tout de suite dit « Moi je suis là les gars, moi je veux prendre ma revanche ». Finalement on a eu Virgil Hogan, c'est cool. Mais je pense que Hugo Guyon va vouloir rapidement corriger le tir. Ou voilà, Yacine Bouganem, si ça va mieux d'ici peu, on sait pas. Il n'y a pas trop de communication en fait sur Yacine. Donc pour l'instant, là-dessus, je vais pas m'avancer moi, mais juste peut-être passer par la case Hugo Guyon avant et puis Yacine plus tard. Si ça peut se faire, ça serait cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jackie Jeanne, il refuse devant rien. Il ne recule devant rien. Il refuse personne. Il prend que des bangers. Donc malgré la défaite, voilà, respect à lui, force à lui pour la suite. Parce que c'est un bon gars, il nous a fait vraiment plaisir. Moi, il m'a donné des belles émotions. Là, c'était compliqué, mais c'est pas grave. Il va revenir plus fort. Ce que je regrette un peu, c'est que il s'est beaucoup formé chez Beto Ramos dernièrement à Nantes, dans la même team que Abdouragimov. Et malheureusement, on n'a pas pu voir l'étendue de ses progrès. On n'a pas pu voir de la progression parce que voilà, Hogan était trop écrasant. Donc j'espère qu'à son prochain combat, on puisse le voir s'épanouir dans d'autres domaines que le striking ou que la remontada. J'espère que ça lui servira positivement et que ça puisse le faire progresser. Voilà, moi je kiffe Jackie Jeanne, dédicace à lui. Dédicace à toi Jackie. 10e, on retrouve notre ami Alex Tekenia. Malheureusement, un petit pas en arrière suite à la ceinture non obtenue contre Ivana Chiric-Petrovic. On peut néanmoins espérer la revoir très vite en début d'année. Elle réclame un combat, hein. Elle a réclamé un combat sur Twitter suite à Ares 9. On a vu que ça lui avait donné la dalle, ça lui avait redonné faim. Moi j'ai hâte, je peux dire nous on a hâte même. Voilà, de la sueur, du sang, du chaos, dans la bonne humeur. Moi ce que j'adore avec Alex, outre les performances sportives, outre le spectacle, c'est sa fight week qui est rythmée avec Alex.
On a tout ce qu'on demande. Et tout ce qu'on ne demande pas aussi. C'est excellent. C'est voilà, c'est un personnage qui est haut, comment on dit, haut en couleur, haut en positivité, en humour, tout en étant professionnel. Enfin, je sais pas, elle a quelque chose elle vous met dans un mood positif, elle nous remplit de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. On se sent bien, voilà. On a un combat d'Alex qui arrive et on est bien. On sait que si elle perd, bah tant pis. Mais si elle gagne, il y aura de la positivité, il y aura de la joie, il y aura des trucs cool qui vont suivre. C'est plutôt agréable, je trouve ça plutôt cool. J'aime bien cette mentale. J'aime bien cette mentale et j'ai hâte de la revoir remonter dans ce petit classement. En 9e, on a l'entrée fracassante de Monsieur Virgil Hogan, le Niçois, Issa Nissa, le bourreau de Jackie Jeanne, comme je disais tout à l'heure, tout en maîtrise, tout en puissance, tout en game plan parfait. Il était en même temps calme, en même temps énervé, technique, domination. Vraiment, il y avait à peu près tout. Hein. Vraiment, il y avait tout. On n'a pas pu voir tout son MMA parce que le combat n'a pas duré. On a vu dès qu'il a pu saisir une opportunité, il s'est rué sur le coup. C'était millimétré, chirurgical. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Donc là, il passe à 3-0. Si je dis pas de bêtises, ça lui fait un combat en poids lourd et 2 combats en light heavyweight. Et normalement, si j'en crois Axel Sola, c'est un middleweight plus. Ce qui veut dire que pour lui, les poids lourds, ça pourrait être compliqué d'y rester. Mais ça pourrait être une belle option. Moi, je trouve que ça serait cool. Alors, clairement, gagner ce combat, il a été celui qui a imposé son domaine. Il a rapidement éteint toute tentative de remontada. Cette fois, il a posé son domaine et il l'a imposé. Donc sur Twitter, ça parle déjà de l'UFC, on sait que sur Twitter, ça va vite. Là, ça va un petit peu vite. On va quand même garder des proportions mesurées à l'effet Virgil Hogan. Son problème à Virgil, je vais vous le dire, c'est d'aller trouver un lightweight qui est entre plus ou moins 4 combats, qui veut bien l'affronter. Ça va être très difficile de le matcher dans le RS. Ça va être très, très, très difficile. Je pense qu'il va rapidement faire valoir une ceinture dans la catégorie, mais il va falloir la nourrir, cette catégorie. Et pour l'instant, la catégorie des light heavyweight, c'est pas la plus garnie. Donc on peut pas s'emballer, on peut pas faire des plans sur la comète, il peut pas trop call out, pour l'instant c'est un peu le désert. J'ai vu qu'ils avaient programmé des combats light heavyweight pour RS10, peut-être que ça va donner à manger à cette catégorie. Voilà. Donc moi ce que je sais c'est que même si c'est pas sa catégorie, il peut aller en heavyweight. Si vraiment, vraiment, vraiment le mec a envie de combattre, il est en chien, il n'y a rien et tout, qu'on lui propose un deal intéressant, imaginez Trabelsi contre lui, quoi. Le bordel. Franchement, ça serait incroyable. Voilà, en heavyweight, il y a du monde, il y a de la concurrence. On peut le matcher avec n'importe qui parce qu'il n'y a pas ce truc de plus 4 combats. On peut en faire ce qu'on veut. Moi, je pense que Virgil, si il ne trouve pas un combat dans les 2 ou 3 mois, parce que là, il est bien, là, il est frais physiquement, à sa catégorie, ou en middle, je sais pas trop, je sais pas trop ce qu'il en est, mais va Cola ou Trabelsi. Si Trabelsi reste champion d'Ares, parce qu'on sait pas trop, c'est un peu le bordel, t'as tout à fait les compétences et la légitimité pour aller toquer à sa porte au mec. Vraiment, moi je le pense. Donc je pense que c'est ce qui serait bon à faire. Vraiment, en plus de jouer sur 2 catégories, là marquer les esprits, ça serait incroyable. Vraiment, ça serait incroyable. Bravo à lui. L'entrée top 8, l'entrée remarquée de Laureano Staropoli. Alors oui, j'étais sceptique. Oui, je ne suis pas fan de son style. Je suis pas rassuré ni conquis. Mais c'est efficace. Voilà, ça a été efficace contre Damiani, qui a fait un bon combat. De là à lui donner la victoire, je reconnais que non. Je reconnais que Damiani, pour moi, il a perdu ce combat. Après, j'aurais pas été choqué parce que le premier round était très disputé. Ça pouvait se jouer sur le premier round. Pour moi, Laureano a mérité sa victoire. Ça fait la 2e à Ares, 2 à la décision, mais 2 avec du niveau quand même en face. Donc on a une entrée qui est remarquée, on a une entrée qui est méritée, parce qu'à chaque fois il y avait de l'adversité. Il est allé chercher en plus, je crois, 2 fois des performances of the night. Donc bravo à lui. Voilà, moi j'espère maintenant une performance qui est un peu plus dominante, avec, voilà, je vais pas être exigeant, mais un finish, ça serait quand même cool. Et du coup, un call-out. Voilà, un call-out affirmé, avec des intentions. Il vient de l'UFC, il arrive au RS, il est sur 2 victoires. Je le trouve un peu timide dans l'attitude, dans le
on dit, dans le charisme, voilà. Je pense que il pourrait développer un star power s'il avait peut-être un petit peu, voilà, ce qui lui manque, c'est un beau finish, un petit highlight un peu plus récent, quelque chose de stylé. Je pense que c'est ce qui lui manque, mais sinon, il est pas loin d'une ceinture, hein, c'est évident. Hein, c'est évident. Damiani, il était pas loin, hein, donc il était pas loin de parler de Damiani pour la ceinture. Donc pourquoi pas jouer les troubles fêtes, lui aussi. Ça serait cool, donc félicitations. Laureano Staropoli, félicitations. Le numéro 7 de notre classement, c'est une fille, c'est la 7e, Melissa Dixon. Alors moi, j'étais pas dans le train, j'avoue que je voyais Zelezniakova largement devant. Ça a été le cas pendant 3 minutes, puis Melissa a réussi à la faire tomber, et là, il y a eu une espèce de bug informatique, la Russe ne répondait plus. Donc il y a eu un beau ground and pound jusqu'à 2 secondes de la fin. Pour moi, il n'y a aucune polémique. Elle mérite l'arrêt parce qu'il restait 2 secondes, mais la Russe prenait des coups durs déjà depuis quelques secondes sans vraiment répondre physiquement. Voilà, Melissa Dixon, son petit défaut, on va dire, c'est qu'elle encaisse beaucoup pour une boxeuse, mais elle a vraiment du retour. Elle semble très puissante. Elle a un game plan qui est patient. Elle y met beaucoup de cœur. Elle a un gros mental pour retourner les situations. Donc moi, j'attends quand même, parce que la lecture du game plan n'est pas évident. Je ne me suis pas retrouvé dans ce qu'elle a essayé de mettre sur la table au début du combat. Ça a fonctionné, donc bravo, c'est une belle entrée. Alex Tekena et Ivana Čirić m'avaient prévenu, cette fille, c'est du solide. Čirić est venu me chambrer juste après le combat. Voilà, c'est cool, c'est bon esprit, parce qu'elle m'avait dit « Ah, elle va gagner, attention !» Moi, j'ai dit « Non, c'est pas possible, Zelezniakova, je la voyais trop devant. » Voilà, bon, c'est comme ça. Des fois, on se trompe, et c'est très bien comme ça. Félicitations, Melissa Dixon. À la 6e position, on a une autre entrée. Celle-là, elle est incroyable. C'est celle d'Ibrahim Mané. Le premier combat hyper technique et difficile à RS7, avec une gestion défensive, des attaques de lutte à la sauce russe qui ont été très réussies. On avait des déhanchements rapides, des bonnes positions des genoux, il était réactif, il était agressif en retour. C'était un vrai poison. Donc RS9, rebelote. Super performance, un finish, un tableau qui commence à se dessiner. Lui qui refuse d'affronter Abdul, il l'a dit dans The GOAT, c'est un podcast The GOAT, qu'il voulait voir Abdul changer de catégorie pour prétendre à cette ceinture. C'était beau, c'était fair play, c'était bon esprit. Clairement, l'interview, elle était bon esprit, elle était très réussie d'ailleurs. Félicitations à The GOAT. C'était très cool, j'aime bien son travail. Voilà, donc je le dis, il y a des médias podcasters, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font. The GOAT, il fait du bon boulot, je tiens à le dire. Je tiens à lui passer ma dédicace, à lui faire savoir. Voilà. On tient un bel ambassadeur, Ares, en la personne de Ibrahim. Il a affronté Yacine Najid. Il y a quand même de l'expérience. Ça ne l'a pas empêché de finaliser le combat. Yacine était même sacrément absent après la soumission. Là, on voit que Ibrahim, voilà, c'est du sérieux. 2 combats au Ares. Entre ses défenses d'amener au sol et son striking, on a vu qu'il savait placer des belles soumissions opportunistes. Il a un corner de qualité, dédicace à Boulox. Donc vraiment, clairement, c'est en train de se dessiner comme un prétendant. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que dans cette catégorie, l'entonnoir commence à se refermer. Ça risque d'être très compliqué de faire des demi-finales et un title shot. Ça va être très, très compliqué. Heureusement, on a Ares 11 et 12 pour préparer tout ça. Et pourquoi pas Ares 13 ou Ares 14, faire un gros banger, genre tournoi finalisé avec 2-3 ceintures, ça serait vraiment très très bon. En tout cas, bravo la team, bravo à eux. On entre dans le top 5 avec, et vous allez dire, mais où était-il? Mais que faisait-il? Pourquoi il ne le cite pas? Pourquoi il était 15e et là il n'apparaît plus? Eh bien oui, on parle de Baysangour Shamsundinov, a.k.a. Baki. On ne l'avait pas oublié, il est là. Après sa première performance contre Mika Marisardi, qu'on salue, il était entré top 15, on s'en rappelle. On m'avait même dit, oui, il mérite mieux, oui, top 15, c'est pas assez, il l'a chassé, il lui a fait la misère, nana, oui, ok, certes, mais sur un combat, c'est compliqué de faire rentrer quelqu'un au-delà du top 15, c'est compliqué. Là, il confirme salement sa grosse domination sur Bobby Palette à RS8. Bobby Palette qui n'est pas un client, je le rappelle, c'est un très bon combattant. Donc voilà, c'était une décision unanime, qualitative. Il repart avec les 10K dans la besace. La quicheta est remplie pour la performance de la soirée. Cette entrée top 5, elle confirme.
tous les espoirs et tout le bien qu'on pense de lui, que je pense de lui. Pour moi, je l'ai dit, il est un peu comme Tourpal. C'est vraiment les deux ensemble, c'est à la fusion des deux. C'est bon, ils vont nous faire une Gogeta là ou je sais pas quoi. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est les deux, ils sont très très forts. Pour moi, c'est l'avenir. Voilà, on attend la suite. Il a annoncé qu'il allait bientôt revenir. Il n'en a pas dit plus. Il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de lieu. Il n'a pas donné d'adversaire. On ne sait pas. Moi, je mise sur Ares 11. Ares 10, ça risque d'être un peu juste. Ares 11, Baki en janvier, fais-nous plaisir, reviens pour la nouvelle année. Comme ça, si tu commences en janvier, tu pourras combattre en avril, tu pourras combattre en juillet, tu pourras combattre en septembre, tu pourras combattre en décembre. Tu nous fais 5 combats dans l'année, tu deviens le champion incontesté. Voilà, fais-nous plaisir, fais-nous rêver. La France en a besoin. On n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau, on n'a plus de gaz, mais on a Baki. Voilà, c'est ça qu'on veut. On arrive au top 4. Vous le savez, le top 4 n'a pas bougé. C'est celui qui a solidifié sa place, le solide polonais Marek Jakimowicz. Voilà, il reste hyper stable. Il est solide sur sa 4e position avec des finishes, de l'agressivité. Ça va être impossible de le bouger. Ça va être très très dur de le sortir du top 5. Je ne sais pas quand il va revenir. Je suis très impatient de le revoir. Pour moi, c'est le futur potentiel champion welterweight. Voilà, je parle français. 2 finishes en 2 combats à Ares, 5 finishes en 5 combats au total. Franchement, s'il faut proposer un combat pour une ceinture vacante ou pour un title shot, c'est lui. Voilà, on arrive à la 3e position. La 3e position, c'est Damien Lapillus qui recule d'une place. Il recule d'une petite place. Une victoire au Ares 7 qui avait propulsé au premier rang derrière Akhmed Salamov et Abdouragimov, donc pardon, au 2e rang. Depuis, la revanche contre Ayoub aurait pu et a failli célébrer un premier champion lightweight. On devra attendre, malheureusement, ça n'a pas lieu. C'était un gros combat. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration des deux côtés. On ne sait pas trop vers quoi on va. On va se laisser quelques jours pour digérer tout ça et on saura sûrement quel est le plan du côté d'Ares un peu plus tard. Un conseil, ne lâchez pas Damien. Ne rendez pas Amino Brave non plus. Bravo à tous les deux. Ce combat, il est dans la digne lignée de Abdullah Abdouragimov contre Carla Moussou en termes de niveau d'implication du public. C'était incroyable. Je ne sais pas si ce combat sera à refaire pour une 3e fois. Mon avis perso, pour l'instant, à tiède, on va dire. Je suis ni à chaud ni à froid. Je suis entre les deux. Je suis pas chaud pour une trilogie. Je suis content d'avoir vu Amine qui va de l'avant en parlant un peu avec Teddy Violet. Je trouve que déjà c'est positif, c'est fair play et c'est une belle attitude d'aller de l'avant et de pas, on va dire, marronner. Damien a l'air de pas trop s'être exprimé sur la question. On va attendre, on va les laisser se reposer, on va laisser tout ça décanter un peu. Moi j'ai envie les deux en fait qu'ils aillent faire leur bail et que pourquoi pas une trilogie mais plus tard, genre Ares 12, Ares 13, on verra. Là c'est avancer un peu chacun de votre côté, laisser redescendre la pression. C'est cool, c'est bien, on a eu suffisamment, je trouve que c'est parfait comme ça. En 2e position, on a Monsieur Slim Trabelsi. Respect à Monsieur Slim Trabelsi pour son parcours à Ares. Voilà, qui jusqu'à preuve du contraire est encore là. Je ne sais pas. Je n'ai aucune info. Alors, autant de domination chez les heavyweights, c'est très propre. Il a eu une première victoire contre le Brésilien Henrique. C'était difficile, mais c'est passé. C'était un super combat. Moi, j'étais dans la salle. C'était magnifique, imposant. Il a été mis à mal, mais il a toujours été en mouvement, toujours actif. Il a une énergie qui est incroyable. Je vous jure, si vous n'étiez pas dans la salle, vous ne pouviez pas ressentir cet effet. Il a des takedowns qui sont incessants. Il matraque son adversaire d'activité, d'information. C'est trop en fait, je sais pas comment il fait pour un poids lourd à avoir autant d'activité. Il a la dalle, vraiment, ce mec, il a faim tout le temps. Donc, moi, ce combat-là, il l'avait vraiment propulsé. Il y avait un vrai bond en avant et naturellement, on lui a proposé la ceinture à l'époque. Ensuite, il y a eu cette victoire contre Azamat Nouftilayev pour la ceinture. Pas forcément un cadeau, mais peut-être plus évident à gérer que Henrique finalement. Il a montré qui était le patron, il n'y a rien à dire. Ground and pound solide, round 2 pour valider la ceinture. Moi, ça me fait penser un petit peu à Akhmed Salamov qui a eu plus de mal avec Robert Valentin, le challenger de demi-finale, que contre Galindo pour la ceinture. C'est parfois ce qui fait que on a des... Comment dire? Je sais pas comment expliquer ça. On a une ceinture qui donne moins d'émotion que le combat qui a servi à obtenir la ceinture. Voilà.
Moi, c'est ce que j'ai ressenti pour ces deux combats, pour ces deux combattants. Maintenant, le vrai champion, Ares TV White, qui se vaut, c'est lui. Bravo à lui. J'espère qu'on n'aura pas encore un titre vacant. J'espère que cette fois, le champion va rester au moins pour une défense pour valider une défense. Ça fait stylé. Ah, franchement, je vois bien Virgil Hogan tenter le pari, quoi. Ça serait incroyable. Sinon, s'il fallait faire le problème, c'est que si Virgil Hogan gagne, il restera peut-être pas en poids lourd et on va encore changer de champion. Donc ça peut aussi être lourd. Donc à voir. Il y a plein de choses à étudier avant de faire des propositions. Ça pourrait être cool. En poids lourd, on attend le combat de Meditir contre Aboubakar Bathily. Ça s'est un petit peu frotté sur les réseaux en plus. Donc ça risque d'être un joli petit banger saucé par les médias français. Moi, je trouve que ça peut être très, très, très intéressant comme combat. Petit combat Paris-Marseille, un petit classico en plus. Voilà, je vais pas en parler maintenant parce que le combat n'a pas été reprogrammé visiblement. Mais je suis très, très chaud pour voir ce combat. La première place au classement, pound pour pound, Ares. Derrière le champion Abdul. C'est Ivana Chiric-Petrovic. Et oui, elle a été reçue 3 sur 3 à Ares. Il lui reste un combat à son contrat pour une défense de titre. On espère qu'elle va défendre la ceinture d'ici janvier ou février. Elle a teasé, on va voir ça. Une magnifique victoire et pleine de technique contre Alex Tekena qui lui aura donné une vraie adversité. On a pu voir, grâce à des combats comme ça, on peut voir le meilleur des deux combattantes. C'était un magnifique combat. Les deux peuvent être fiers d'elle. Debout, c'est pas évident à noter. On peut même considérer que Alex était un petit peu plus active, un petit peu plus signifiante. Ivana a été patiente. Elle a su saisir une opportunité au sol pour finaliser un combat par rear neck choke à 4,43 du 3e round. Une revanche, pourquoi pas. Peut-être que Alex, elle le souhaite. Sur Twitter, on a vu des petites propagandes s'activer. On a vu qu'il y avait des petits tweetos qui ont dit « Ah, nous, une revanche, ça nous dit bien. » Peut-être que Ivana, elle souhaite avancer et se tester contre quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est ouverte à une revanche, je ne sais pas. J'ai pas été gratter l'information. Peut-être que j'aurais dû. Moi, j'aimerais bien que ça ait lieu. Si elles signent toutes les deux un nouveau contrat et après 1 ou 2 affrontements de leur côté. J'espère vraiment qu'on puisse la conserver en France, Ivana, parce que des artistes martiales féminins qui sont complètes dans la cage, intelligentes, techniquement très en avance, avec un si petit Sherdog, c'est rare, c'est très incroyable. Je ne sais pas si vous avez la lecture de tous ces cases cochées, c'est assez incroyable. C'est la vraie bonne pioche Ares, vraiment. Donc c'est un top 1 qui, à mes yeux, est mérité. Même si son combat avant la ceinture la décision est quelque peu discutable, aujourd'hui le top 1 il est mérité. Voilà, bravo à elle. Et enfin le champion de ce classement pound for pound, c'est bien sûr Abdul Lazy King Abdouragimov. 3 finishes au premier round à Ares, pas contre des peintres en plus, pratiquement contre une légende française du MMA, Carla Moussou. Voilà, qu'on le considère comme une icône ou comme une légende, là en pinaille, c'est clairement un daron du MMA français. Donc voilà, c'est la folie. Moi, avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie, par contre, il n'a pas son pareil, il n'a pas assez d'opposition, il n'a pas de quelqu'un qui est à la hauteur de son talent. On a vu qu'il est de plus en plus affûté physiquement. À chaque fois qu'il va voir Clément Marcoux, il revient, il est transformé, il continue de faire évoluer une technicité qui est tout le temps en travail. Le mec, il ne fait que progresser tout le temps. Il a une intelligence de combat qui est au-dessus de la moyenne. Clairement, c'est compliqué, je pense, pour lui. Hein. Derrière le drôle de Lazy King, voilà, toujours un peu en dilettante, un peu m'en foutiste, il se cache un travailleur énorme, quelqu'un de très intelligent qui ne se cache pas derrière son talent, mais au contraire, qui fait valoir un énorme travail de fond. Avec une belle équipe, je pense que c'est surtout c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est que Lazy King est très bien entouré et qu'il garde les pieds sur terre. Donc voilà, ça a l'air d'être une belle personne, ça a l'air d'être une personne bien entourée, à l'écoute, travailleur, besogneux. Donc c'est cool, je pense que son statut de champion, il n'y a personne qui va le mettre en doute. Malheureusement, en termes d'adversité, à moins de recruter à moins d'aller recruter quelqu'un qui coûte très très cher, je vois pas qui va le mettre en danger, vraiment.
Je sais pas à l'heure actuelle le nom de son prochain opposant en middleweight, puisque Pennini et Valentin se sont disputés la place, mais il n'y a pas eu de vainqueur. Dites-moi honnêtement, est-ce que vous voyez Pennini ou Valentin mettre Abdul en difficulté? On a vu, Valentin, il a un beau ground and pound. Il a un super sol. Mais est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour quelqu'un comme Abdul? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est un statut qui est, il est trop loin. Je vois aucune inquiétude aujourd'hui pour Abdul. Donc voilà, je sais pas, il y aura Carla Moussou contre Michael Lebou. Normalement, c'est... je vois bien Damiani, du coup, scoltiner... non, pas Damiani, merde. Si, c'est Damiani. Oui, c'est Damiani et... Staropoli. J'étais en train de réfléchir à son nom, j'avais oublié son nom. Je disais que pour Michael Lebou ou Carla Moussou, en cas de victoire, je vois bien soit Damiani, soit Staropoli. Il y a des options. Il y a des options pour la suite. Arès est en train de se créer et de continuer à fortifier un beau bijou. Clairement, c'est le roster, il est grandissant. Le roster d'Arès est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport aux autres organisations, la mainmise qu'ils ont sur des... Alors dit comme ça pourrait être vu de manière péjorative, mais non, c'est positif. Ils ont une mainmise sur un roster, c'est ouf, quoi. Moi, il y a un combat crossover que j'aimerais bien voir, c'est Rizlen contre Laetitia Blo pour la ceinture hexagone. Je pense que Rizlen ferait une belle opposition à Laetitia, qui sont toutes les deux des grandes judokates. Voilà, j'aimerais bien voir ça. Maintenant, là, on est complètement hors sujet, pardon. Mais voilà, donc ce podcast Pound for Pound Arès est terminé. On est en novembre. On se donne rendez-vous soit après le Arès 10 pour le mettre à jour, soit après le Arès 11, on verra. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller vous abonner. N'oubliez pas d'aller, si vous êtes sur Spotify ou Deezer, d'aller cocher les 5 étoiles. C'est cool, ça fait toujours plaisir. Moi, comme d'habitude, je reviens très vite et je vous fais des gros bisous.